En fait, moi, je ne veux vous proposer que deux choses, deux idées que je vous soumets. Et avant toute chose, je dirais que pendant 10 ans, j'ai participé à un groupe de réflexion qui était vraiment le meilleur groupe de réflexion créé par Jacques Delors sur les études de demain. Nous avions toute la liberté, nous pouvions réfléchir à demain et c'était très intéressant. Et à l'époque, nous avons été à l'origine de toute une série de choses qui ont été entre-temps concrétisées en Europe. Et l'une des choses que Jacques Delors nous disait, c'était, écoutez, réfléchissez donc à l'économie européenne d'ici 2014-2040. Et donc, avec d'autres économistes, nous avons écrit un livre blanc qui annonçait que nous allions dépasser l'ère industrielle pour aborder une société post-industrielle, une société de la connaissance. C'est un livre blanc qui n'a pas été accepté par les chefs d'État. Ils nous ont dit « c'est très intéressant, maintenant on passe au point suivant ». Alors, qu'est-ce que nous disions il y a 20 ans? Quelle était notre vision au sein de la Commission? Et je parle là d'une vision officielle de la Commission. Voici ce que nous disions. Nous ne sommes pas seulement dans le cadre d'un changement économique, nous sommes dans le cadre d'un changement de civilisation. Pourquoi? En fait, le changement, c'est un peu comme un énorme iceberg. Et la partie émergée de l'iceberg, c'est l'écart de crédibilité du monde politique. Donc c'est la seule chose qui finalement est visible. Mais tout en bas, là où il fait très froid, vous trouvez le moteur du changement de civilisation. Alors, de quoi s'agit-il? D'une part, c'est que pour la première fois, il y a dans notre civilisation un potentiel de suicide collectif, une guerre nucléaire et une croissance infinie dans un monde qui ne l'est pas. C'est du suicide. Mais la bonne nouvelle, c'est que les mentalités de chaque Européen et de chaque citoyen du monde a évolué et chacun veut survivre. En d'autres termes, chacun refuse ces valeurs suicidaires. Nous refusons le suicide, ce qui est une puissance inarrêtable de changement de civilisation. C'est greffé là-dessus la crise de la patriarchie. Le contrôle, les commandes, tout ça c'est très bien pour aller jusqu'à la Lune, mais pas pour assurer un monde durable. Donc il nous faut davantage de valeurs féminines, connexion, sympathie, empathie, intelligence collective. Et en même temps, il faut repenser la manière dont fonctionnent nos universités, qui sont dépassées, qui sont modernes, rationnelles, analytiques, d'accord, mais ça ne suffit pas. La mécanique quantique, la physique quantique, par exemple, nous montre très bien que c'est, même au cœur même de la science, c'est la logique qui change. Et je vais maintenant m'attarder à la question de l'économie. D'autres le feront peut-être aussi, mais lorsqu'on dit la société de la connaissance, de quoi s'agit-il? Il y a 20 ans, nous avons dit que c'est une économie post-industrielle et post-capitaliste. Pourquoi? Parce que dans l'économie de la connaissance, l'outil de production, ce n'est plus l'usine, c'est l'humain. Si vous travaillez pour Google, c'est vous l'outil de production. L'outil de production rentre donc chez lui tous les soirs. Et si vous le traitez mal, votre outil de production, le lendemain, il ne revient pas. Ce qui veut dire que nous sommes dans un monde post-capitaliste, dans la mesure où le capital financier
devient de moins en moins important, et en tout cas moins important que le capital humain. Waouh! Ce qui veut dire que les managers doivent changer, le rôle du PDG évolue, et les échanges commerciaux changent beaucoup. Parce que vous pouvez bien sûr faire du commerce, je vous donne l'objet, je n'ai plus d'objet, mais quand on parle de connaissance, cette connaissance, vous la gardez. Cette connaissance que je partage avec vous, je la préserve chez moi aussi. Donc on ne parle plus d'échange, on parle de partage. Et les jeunes sont déjà dans une économie de partage. Et entre commerce et partage, je dirais que les mesures deviennent qualitatives. Parce que comment peut-on mesurer Facebook? Vous êtes sur un marché boursier. C'est quoi la valeur de Facebook? Et vous savez ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé, et c'est une idée européenne, les actifs dématérialisés. En d'autres termes, on dit qu'on ne peut plus mesurer le stock, les bâtiments, il n'y a pas de bâtiments, les comptes en banque, ils sont vides. Donc, les anciennes mesures ne fonctionnent pas face à Facebook. Et donc, ils ont inventé une valeur potentielle future. Et ça, c'est une approche qualitative. Maintenant, la grande bonne nouvelle de cette économie, c'est que nous passons d'une croissance quantitative à une croissance qualitative. Pourquoi? Vous allez sur Google et vous tapez économie cognitive. Vous allez trouver 1 millier d'entrées. Mais la quantité vous importe peu. Ce qui vous intéresse, c'est la qualité. Ce qui, d'après Google en tout cas, est jugé comme la meilleure qualité. En espérant que Google ait fait les bons choix. Mais donc, vous recherchez quoi? De la qualité. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans les entreprises, où l'on parle maintenant de croissance qualitative. Et je dirais que c'est une excellente nouvelle, parce que la croissance qualitative permet d'envisager un monde durable, pérenne. Bonne nouvelle. Et les jeunes comme vous, ils sont comme Obélix. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans la potion magique de ces nouvelles valeurs. Bon, moi je suis un dinosaure. Moi, je suis né dans les vieilles valeurs. Et donc moi, j'ai dû m'adapter pour essayer de comprendre ce que disent mes enfants et mes petits-enfants, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils essaient de dire. Et donc, s'il vous plaît, soyez conscients du fait que c'est votre vision qui va constituer notre avenir. Merci. Il n'y a pas de... qui prend la parole. Bah, allez-y. Hein. Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Attends. Are there questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que... Des questions? Non, pas de questions. Tiens, bravo. Voilà, super. Voilà, bah, c'était absolument pas le but, mais on est resté optimiste pendant tout le temps du trajet, donc c'était déjà ça. On va pas attendre Monsieur Reinders qui est perdu aussi un peu dans ces embouteillages qui va arriver. Ce qui est génial en fait, et je me remercie M. Loïc qui avait fait l'introduction, mais ce qui est génial, c'est d'avoir autant de jeunes devant soi dans une assemblée qui parle d'Europe et d'optimisme. Très objectivement, c'est pas toujours le cas, donc c'est une occasion assez formidable. C'est une occasion qu'on a déjà vue. Trop vite pour l'introduction.
Oui, excusez-moi. C'est une occasion qu'on a déjà vécue un petit peu lors de l'organisation des Journées de l'Europe en novembre, au Palais des Beaux-Arts, ici à Bruxelles, où nous étions, nous médias, mais aussi tous les interlocuteurs, en ce compris les gens de la Commission, très surpris de voir l'intérêt des jeunes qui venaient spontanément assister à ces rendez-vous et qui étaient très passionnés en fait. Et donc nous, ça nous a beaucoup encouragés. Et je pense que c'est aussi un formidable encouragement aux politiques qui gèrent, et on sait aujourd'hui qu'il y a un conseil très important, à s'investir et à trouver que la politique s'exerce fortement et qu'il y a de fortes attentes au niveau de l'Europe. On le verra tout à l'heure avec les mots que vous avez faits. Je vais peut-être en profiter maintenant pour présenter les différents intervenants. On s'arrêtera quand le ministre arrive, parce que le ministre aura préséance en tout cas pour qu'on le laisse s'installer. Donc on va d'abord remercier M. Malos, qui est ici, qui patronne le Conseil économique et social européen, qui est un compagnon de route des initiatives européennes qui se prennent ici et qui a la volonté justement de faire circuler les idées européennes. Et donc c'est sans doute pas un hasard qu'il était le partenaire des Journées de l'Europe à l'époque et de cette journée de l'optimisme ici à Bruxelles. Alors nous avons monsieur Jonathan Michael Hill, qui est chef de cabinet du commissaire chargé de la culture de l'éducation, qui est là et qui est un des personnages qui fait aujourd'hui normalement aider à faire bouger l'Europe. Nous avons M. David Layani, qui est le président de Vision IT Group et qui, lui, est spécialisé dans le conseil et management des systèmes d'information, mais qui est donc quelqu'un qui aura une vision peut-être plus active, dire les mains dans le cambouis de ce que sont les défis aujourd'hui de ceux qui travaillent sur le terrain de l'Europe qui se fait par des initiatives. Monsieur Leux, vous l'avez donc entendu, prospectiviste, qui est un spécialiste un peu normalement de nous dire comment le monde évolue, comment les choses bougent, vers quoi elles vont. Antonio Nieto Rodriguez, qui est un stratégiste, qui était professeur de cette matière, donc stratégiste. On sait souvent que ce sont des grands concepts, mais ce sont les gens qui voient normalement à plus long terme que les journalistes qui ont le nez sur l'objectif et les hommes politiques qui sont parfois très détournés de la stratégie par les crises immédiates. Et puis alors on a ici avec nous le père, le créateur, la personne qui entretient la flamme de l'optimisme ici en Belgique et qui est donc certainement particulièrement heureux d'avoir pu faire en sorte que cette réunion se tienne ici à Bruxelles et se tienne sur le thème de l'Europe. J'étais moi-même un peu étonnée parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours conscient du fait qu'il y a autant de gens qui sont fédérés par l'idée de l'optimisme. On a l'impression que c'est une idée un peu artificielle, un petit peu quelque chose qu'on se raconte quand on est chez soi le soir et qu'on a un petit peu en peine de nouvelles idées pour avancer. Et en fait, M. Simonet nous a bien montré que c'était quelque chose qui se construisait, que c'est une matière qui se travaille. Donc moi, je suis aussi curieuse que vous d'entendre un peu comment l'optimisme peut emplir le discours européen, puisque aujourd'hui, c'est plutôt et souvent un discours sombre que nous véhiculons nous-mêmes médias à travers l'actualité qui est présente. Alors, je voulais demander à M. Malos peut-être de commencer, de nous donner un peu son introduction, en attendant que M. Reinders arrive. Donc, M. Reinders, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est moi qui devais parler en premier. Oui, absolument, madame. voilà. Merci, donc, puisque c'est moi qui vous reçois ici, Absolument. vous aussi, madame. Donc, je salue ici tout le monde, tous les jeunes. Vous vous trouvez au Comité économique et social européen, qui est l'institution européenne la plus importante, parce que c'est celle qui vous représente. Et je dirais aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, c'est une des institutions européennes les plus démocratiques. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes venus, vous êtes à côté, en face, vous avez le Conseil européen qui se réunit à porte close. Essayez d'entrer, vous allez être refoulé, on ne vous laissera pas entrer. Et c'est ça la réalité de l'Europe aujourd'hui. Nous avons tenu, mes 350 collègues et moi, 353 d'ailleurs, hier après-midi et ce matin, notre session plénière. Nous sommes une institution européenne, bon, pas d'importance, mais composée de citoyens qui sont comme vous. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des patrons d'entreprise, il y en a ici présentes, des femmes, des hommes. Il y a des salariés qui représentent des syndicats, il y a des représentants d'associations. Et nous sommes réunis parce que nous sommes une institution européenne et nous sommes réunis pour parler d'un sujet mais qui est la situation en Méditerranée. Je pense que vous êtes des jeunes, nous sommes
nous sommes des citoyens responsables. Ah, vous savez qu'il y a 4 jours, il y a près de 1000 personnes qui sont mortes noyées en Méditerranée parce que leur bateau a chaviré, des réfugiés ou des gens qui cherchaient à sauver leur peau, sauver leur vie, et qui sont tombés entre les mains de criminels passeurs. Nous nous sommes réunis sur ce sujet parce que bon, c'est un sujet où on se sent responsable. Être optimiste, comme le disait Thierry Sausset, c'est quand les choses vont pas bien qu'on doit être optimiste. Donc nous, on est optimiste parce qu'on dit, on espérait, on pensait que l'Europe, elle peut faire changer les choses et stopper cette tragédie. Donc on s'est réunis pendant un jour et demi, hier après-midi et ce matin, en face d'ailleurs, dans le bâtiment Charlemagne, dans un bâtiment de l'Union européenne, on a adopté une déclaration et on a dit on va aller porter cette déclaration aux chefs d'État et de gouvernement, ce sont nos collègues après tout, hein, parce qu'on est tous des citoyens, que soit le titre, la fonction, la préséance, tout ça, ça n'a aucune importance, on va aller porter cette déclaration. Eh bien, avec mes collègues des différents groupes, on a essayé d'entrer dans les bâtiments du Conseil européen, on a trouvé porte close. Même vous. Même nous, nous et d'autres, on nous a dit, ici, vous ne pouvez pas entrer, ici, il faut avoir le badge machin, on a des badges, mais, excusez-moi, je termine, mais nous n'avons pas le vrai badge. Bonjour. On va accueillir M. Oui, mais donc nous n'avons pas le même badge. Donc, ici, au Comité économique social européen, on entre, tout le monde peut s'exprimer, mais si on vous contrôle, parce que bon, hein, il faut assurer votre sécurité. Je tiens d'ailleurs à remercier le gouvernement belge. Vous avez vu que nous avons la force militaire belge qui nous protège, ici en bas, ici à l'entrée, mais elle nous protège, elle ne nous empêche pas d'entrer, comme dans le bâtiment du Conseil, mais chez nous, c'est pour accueillir les gens et leur donner la sécurité. Et cette petite anecdote que je viens de vivre, il y a 2 heures, tout ça c'est pour vous dire que nous sommes, nous, Comité économique et social européen, extrêmement heureux de vous accueillir et surtout de vous donner la parole. Vous les jeunes et vous les optimistes, parce que je vais reprendre une citation que j'ai déjà utilisée hier soir, je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendue, mais vous connaissez, peut-être certains d'entre vous connaissent, ont vu le film Zorba le Grec et connaissent le roman de Katsantakis, et je crois que c'est au début du film, au début de l'histoire, la maison brûle, sa maison brûle, et Zorba danse. Aujourd'hui, l'Europe, c'est un peu ça. La maison brûle, le Conseil européen ici est fermé, clôturé, on voit le terrorisme partout, les naufrages partout, mais ça nous donne raison, ça nous donne envie d'être optimistes. Moi, quand des visiteurs viennent ici pour la première fois, comme beaucoup d'entre vous, des jeunes ici, moi je leur dis, oubliez tout, oubliez les présidents, ministres ou autres, oubliez les fonctionnaires en cravate qui circulent, les dames en oubliez tout ça. Imaginez qu'est-ce que c'était que l'Europe il y a 70 ans. L'Europe il y a 70 ans, Bruxelles compris, c'était un champ de ruines. Et les générations qui nous ont précédés, notre génération à nous, eh bien ça fait maintenant 70 ans qu'ici, on essaie, sur ce champ de ruines, de construire un espace de paix. Et c'est ça l'optimisme. Même s'il y a ces tragédies en Méditerranée, même s'il y a le feu à toutes nos frontières, en fait, est sauf le nord, mais est et sud, eh bien malgré ça, nous sommes encore optimistes, parce que la flamme de l'esprit européen, la flamme de l'entente entre les peuples, eh bien nous la portons. Nous la portons parce que nous sommes les citoyens, et les citoyens, ils demandent la paix, c'est eux qui ont fait la construction européenne. Moi, j'ai placé ma présidence sous ce sigle du moteur citoyen. Et je pense que c'est les citoyens, les jeunes, qui peuvent refonder une Europe démocratique, une Europe où on n'aura pas besoin de barbelés quand on se réunit, où on n'aura plus besoin d'armées pour nous protéger, une Europe où on pourra vraiment circuler librement, circuler sans danger, bâtir un espace de paix, et c'est ça l'optimisme. Donc vous êtes l'avenir de l'Europe. C'est pas une banalité, c'est pas une facilité, c'est parce que c'est vraiment ça
la vision optimiste. Et si nous faisons ces journées, notamment avec vous les jeunes, c'est pour vous transmettre. On est là pour vous transmettre cette flamme et à vous de la prendre. Merci beaucoup et je suis très heureux d'ouvrir cette journée. Merci Monsieur Malos. Donc Monsieur Reinders, donc, qui est ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre belge, mais qui est un partisan certainement de la cause européenne, mais qui fait un chemin avec l'Europe depuis déjà beaucoup d'années, un bâtisseur d'Europe avec nombre d'autres Belges, notamment, qui ont beaucoup contribué et qui sont souvent des ferments de compromis, de solutions, de perspectives dans ce processus européen. Donc vous allez entendre tout de suite une série de jeunes qui vont prononcer des mots qu'ils associent avec l'Europe, mais on va peut-être vous donner la parole pour dire quelques mots en introduction. Je ne sais pas si vous voyez des raisons d'optimisme, si ce n'est peut-être dans la présence de tous ces jeunes ici, qui est déjà une bonne nouvelle en fait. D'abord de voir que le printemps de l'optimisme amène un peu de beau temps et pas mal de monde à Bruxelles, c'est une bonne chose. Je suis heureux de vous retrouver, même avec un peu de retard, parce qu'il n'y a pas toujours des raisons d'être optimiste. J'étais au Parlement essentiellement à nouveau pour parler des drames qui sont survenus en Méditerranée, comme on parle à d'autres moments de conflits armés qui sont à nos portes. Je pense essentiellement à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Donc on est quand même confronté à ce genre de situation, mais juste dire que quand on regarde le processus de construction de l'Europe, au moment où on a commencé à penser à ce genre d'idées, on parle souvent de l'après-guerre, mais en fait le Benelux, les 3 pays du Benelux ont commencé à travailler ensemble pendant la guerre, avec des réfugiés par exemple belges, qui étaient partis sur les routes de France, qui sont partis vers la Grande-Bretagne, qui ont pris aussi le bateau vers les États-Unis, comme on trouve beaucoup de réfugiés aujourd'hui venant d'autres régions du monde. Et on a commencé à construire ce projet, puis à 6, et puis petit à petit au-delà. Alors quand on regarde l'évolution, je dirais simplement qu'il y a des raisons d'être optimiste et d'essayer de faire comprendre que le processus de construction de l'Europe, c'est quand même un processus assez positif dans lequel les citoyens, et les jeunes en particulier, ont leur place. Quand je dis positif, on n'est pas resté replié sur soi. Je parlais du Benelux, puis des 6 pays fondateurs. On est 28 maintenant. Et au fur et à mesure de la construction de l'Europe, on a étendu une zone de paix sur un continent de près de 500 millions d'habitants. On a fait tomber des murs, et en tout cas un mur important qui séparait l'Europe en deux. La démocratie s'est installée dans des pays qui ne la connaissaient plus ou pas. Et puis, petit à petit, on a vu le développement aussi économique venir à la rescousse. Et je crois que quand on regarde ce parcours, il y a encore quelques temps, on ne pouvait pas circuler librement à travers l'Europe. Au moins dans la zone Schengen, on circule très librement, on ne se rend pas compte que l'on passe des frontières. On travaille au moins sur le continent avec pour une grande part la même monnaie. Dès qu'on traverse l'eau et qu'on arrive sur une île, c'est plus compliqué, mais ça a toujours été plus compliqué d'arrimer une île au continent et de faire travailler tout le monde ensemble. Mais il y a beaucoup de projets aussi sur lesquels je crois vous pourriez à un moment donné réfléchir ou être intéressé. C'est le fait que l'Europe dans le monde ne le fait peut-être pas suffisamment connaître, mais elle joue un rôle majeur, par exemple, en matière humanitaire, en matière d'aide au développement. C'est le premier contributeur au monde. On dit souvent, par exemple, dans le cadre du conflit entre Israël et la Palestine, dans le conflit du Moyen-Orient, l'Europe, elle paie. On aimerait bien qu'elle joue aussi un rôle. In English, we said all the time, we need to. It's the same in many other countries. If you look to the humanitarian activities of Europe, is the first. Si vous regardez les activités, c'est vrai que l'Europe est le premier intervenant dans chaque crise humanitaire, dans toutes les situations particulièrement difficiles. Et cette année, il y aura au mois de décembre une grande réunion à Paris qui concerne le changement climatique. C'est la COP 21, où l'Europe, une fois de plus, est chef de file pour lutter contre ces changements climatiques. Et l'Europe s'est fixé des objectifs très ambitieux en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de changement d'énergie renouvelable. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir dire que l'Europe est ambitieuse, mais ce n'est pas facile parce que nous connaissons une crise économique depuis 7 ans maintenant environ, donc il est parfois difficile de convaincre les différents acteurs d'en faire un peu plus.
Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pauvres en Europe, beaucoup de personnes qui sont dans une situation très difficile, mais pour une grande majorité de la population, vivre en Belgique ou vivre en Europe, c'est plutôt confortable. En même temps, il est parfois intéressant de penser à d'autres citoyens qui vivent ailleurs qu'en Europe et parfois juste de l'autre côté de la frontière européenne. Regardez l'Ukraine, regardez le sud de la Méditerranée. Je crois que dans l'engagement pour une démarche d'un printemps comme celui-ci consacré à l'optimisme, il n'est pas du tout anormal que ça se passe dans le quartier européen. Je suis désolé pour parfois les difficultés d'accès, mais je pense que l'optimisme, ça va avec l'innovation. Et pour tous ceux qui ont vu des sommets dans d'autres pays, je les invite à retenir la formule que nous pratiquons ici, d'une bande de circulation réservée pour les officiels, mais le reste laissé libre à l'ensemble des citoyens. C'est quand même plus efficace que ce que je vois parfois dans un certain nombre de pays où on bloque toute la ville. Je propose qu'on ait donc le florilège et cette espèce de bouquet de mots que les jeunes vont nous proposer maintenant. À la fois, ce sera une manière de voir par un mot comment vous définissez cette Europe. Ce sera un bon retour vers ceux qui la font. Et puis, nous prendrons une série de thématiques tirées des priorités des jeunes, comparées aux priorités de la Commission. Et on va demander au panel ici en quoi, finalement, elles correspondent, ou elles correspondent en fait si peu. Donc, je vais peut-être citer les pays et puis chacun dit son nom. Donc, le mot de l'Allemagne. Germany, oui. Est-ce que c'est... Yeah. Pas de microphone. L'Allemagne, c'est rare que le moteur allemand soit... Grippé. Est-ce que on revient sur l'Allemagne plus tard? Donc l'Autriche, Austria. Peut-être que vous leviez votre main et... Oui, voilà. Le mot de l'Autriche, Austria. The word. Say it. Team player. Un joueur en équipe, pas de micro. You push. Okay. Our word is team player. Oui, c'est team player, un joueur dans une équipe. Yeah, we choose Cosmopolitan. Belgique cosmopolite. It's better if you raise your hand. Il vaut mieux que vous leviez votre main pour montrer où vous êtes et que vous allumiez votre micro surtout. Cosmopolite pour la Belgique. Do I go back to Germany? L'Allemagne? No, we leave Germany for the end then. L'Allemagne à la fin. La Bulgarie? Yeah. Yeah. The word is freedom. Liberté. Cyprus? Yeah. Chypre? Sovereignty. Souveraineté. Croatia? Croatie? Our word is unity. Unité. Denmark? Danemark? Our word is influential. Influent. Our word is diversity. Diversité. L'Estonie? Our word is friendship. Amitié. Finland? La Finlande? Coopération. La France? Our word is unity. Unité. Greece? Our word is solidarity. Solidarité. Hungary? La Hongrie? Our word is freedom. Liberté. Ireland? L'Irlande? Pas de micro. Possibilité? Italie? Également possibilité, occasion à saisir. Latvia? Lettonie? Yeah, Latvia there? No? Uh-huh. Yeah. Our word is development. Développement. Lithuania? Lituanie? Nous nous portons vers l'avenir. We chose liberty. Nous avons choisi liberté.
Malta. Malte. Continue. The Netherlands. Pays-Bas. Parapluie, parce que l'Europe, comme un parapluie, protège ses citoyens des tempêtes. Umbrella. Poland. Pologne. La Pologne est-elle là? La Pologne n'est pas représentée. Portugal. Nous, c'est Portugal. Non, c'est notre pays, pardon. Mobilité. Pouvez-vous répéter? C'était le Portugal? Non, c'est pas Portugal qui est leur mot-clé. Mobilité. Mobility? Yes. Ah, ok, sorry. La République tchèque. Yeah. Pas de micro pour la République tchèque. Our word is equality. Égalité. Roumanie. Nous avons choisi tolérance. Royaume-Uni. Our word is also unity. Nous aussi, c'est unité. Unity. La Slovaquie. Experience. Expérience. Yeah. Our word is connection. Connexion. Sweden. Sweden, yeah. La Suède. Bouton noir. Go. Sweden. We have chosen the word freedom. Nous avons choisi le mot liberté. Germany. Et l'Allemagne, pour terminer. Nous avons choisi unité également. Thank you. Merci beaucoup. Donc je vais me tourner vers Jonathan Michael Hill pour lui demander une rapide réaction à quelque chose que je vais énoncer maintenant. En fait, nous avons relevé les 10 priorités, enfin les 5 priorités définies par les jeunes. Donc parvenir à l'égalité en matière d'éducation, développer davantage l'enseignement des langues, encourager la recherche et l'innovation pour stimuler les énergies renouvelables et le recyclage, reconnaître l'expérience professionnelle quelle que soit sa forme et sa durée, et puis favoriser le sentiment d'unité par les échanges et les manifestations transfrontalières. Et puis en même temps, on les a mis en parallèle avec les priorités de la Commission Juncker. Première priorité, emploi, croissance, investissement. Ensuite, marché unique du numérique connecté. Ensuite, changement climatique, résilience énergétique. Industrie renforcée. Union économique et monétaire plus forte. Libre-échange équilibré avec les États-Unis. Espace de justice et de droits fondamentaux fondés sur la confiance mutuelle. Nouvelle politique migratoire. Europe plus forte à l'international. Changement démocratique. Alors on a fait un exercice un peu tranché, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, par exemple, que 3 voire 4 préoccupations des jeunes ne font pas partie des priorités de la Commission Juncker. On a vu un peu plus lentement, excusez-moi, oui. Éducation, donc je vais reprendre. Donc 3 des 4 voire 4 priorités des jeunes ne font pas partie donc des priorités de la Commission Juncker, ou peut-être que vous allez nous dire qu'elles ne sont pas énoncées pareil, mais qu'elles s'y trouvent. Notamment ce qui concerne l'éducation et le sentiment d'unité, un mot d'ailleurs qui est beaucoup revenu ici, avec le développement des échanges. Alors, la question est un peu provocante, mais est-ce que l'Europe est un continent de vieux avec une commission qui travaille pour des vieux? Très bonne question. C'est bon? Vous m'entendez? Tout va bien? Ok. Très bonne question. Je vais d'abord répondre à cette dernière partie. Est-ce que c'est une commission de vieux qui travaille pour les vieux? Une question pour vous. Et je vais donner un prix. J'interdis aux intervenants de répondre, c'est pour vous. Je vais donner un prix à la personne qui peut répondre à cette question. Je vais vous donner le nom de 4 commissaires européens. 4 commissaires européens aujourd'hui. Et c'est à vous de trouver le lien entre les commissaires. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Donc, d'abord, Federica Mogherini, italienne, chef de la diplomatie européenne, collègue de M. Reynders. Donc, haute représentante pour les affaires extérieures. Jyrki Katainen, commissaire chargé
de la croissance, de l'investissement et l'emploi. Cecilia Malmström, suédoise, elle chargée du commerce international. Et quatrième, Carlos Moedas, portugais, commissaire chargé de la recherche. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 4 personnes? Qui peut me répondre? D'abord, ils sont tous très jeunes. Ils ont tous entre 41 et 46 ans. Ils sont tous très jeunes. Quel est l'autre? I was gonna say that. J'allais dire qu'ils sont tous responsables de quelque chose d'important dans leur pays. You're right, that's correct, but that's not. Oui, c'est bien correct, mais c'est pas la réponse que je cherche. They have something a bit. Ils ont quelque chose d'un peu plus particulier en commun. They are looking to encourage people. Ils essayent d'encourager les Européens à faire mieux et à développer une meilleure Europe où il fait mieux vivre. Oui, c'est tout aussi correct, mais ce n'est toujours pas ce que je recherche. Did they all participate? Ont-ils tous participé au programme Erasmus? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Voilà, vous avez gagné 6 mois échange Erasmus. Stage à la commission. Voilà. Non, mais je pensais. C'est enregistré. Ouais, je sais. Non, mais c'est important. Ça veut dire que la génération Erasmus, et vous aussi, vous appartenez à la génération Erasmus, est arrivée au pouvoir. Je pensais, il faut l'applaudir, il faut s'en féliciter. Pour répondre à la question, la politique, le programme de M. Juncker, il est vrai que quand on voit les titres, on ne voit pas la jeunesse. Mais je pense que le changement climatique, vous y tenez, vous y attachez beaucoup d'importance. L'emploi, le taux de chômage parmi les jeunes est inacceptable en Europe aujourd'hui. On doit réagir à ça. Et c'est par le programme Erasmus, c'est notre contribution modeste à cette lutte. Programme Erasmus qui a joui d'une augmentation de 40%. Et j'applaudis, je salue le gouvernement belge qui a soutenu les négociations budgétaires sur le nouveau programme Erasmus, une augmentation de 40% du budget Erasmus. Ça veut dire 4 millions d'échanges entre 2014 et 2020. C'est extrêmement important, ça me donne de l'optimisme. Et dernier point, l'une des premières priorités urgentes de M. Juncker, c'est un plan d'investissement pour stimuler l'investissement privé et public. Quelle est l'une des priorités de ce plan d'investissement? L'éducation. On veut stimuler l'investissement dans les écoles et dans les universités. Voilà, merci. Alors, monsieur, il ne va pas s'en tirer comme ça, parce qu'évidemment, on va reprendre certaines des priorités de façon plus approfondie, donc on va le resoumettre à la question dans un deuxième tour. Mais donc, on va prendre 5 choses, 4 en fait, mais on va les soumettre aux intervenants, pas chaque chose à tous les intervenants, on va les interpeller en fonction de leur spécialité. Première thématique, une Europe citoyenne qui fasse leur place aux jeunes. Alors, dans les priorités, c'est une priorité de fait des jeunes qui disent que 63% des Européens se sentent citoyens de l'Europe, c'est ce que nous disent les statistiques. La priorité de la Commission Juncker, c'est le changement démocratique. Donc, le changement démocratique devrait inclure logiquement une participation plus forte, notamment des jeunes. Alors, je vais d'abord interroger M. Reinders pour voir comment lui pense qu'on peut réconcilier et faire une place plus grande aux jeunes dans la citoyenneté européenne. Voilà. D'abord, la première chose, ce serait de créer de plus en plus cette citoyenneté européenne. Donc, de partir de l'idée que l'on est une démarche dans laquelle on se sent peut-être d'abord européen avant d'avoir d'autres racines. On a chacun des racines nationales, on peut avoir des racines locales, on peut avoir beaucoup d'autres types de racines encore, mais d'aller de plus en plus vers le véritable attachement à l'idée européenne. Alors, pour aller dans ce sens-là, on a eu beaucoup de débats, notamment avec des collègues des affaires étrangères, mais ça pose le problème de l'Europe politique, de voir si on peut franchir des étapes et aller plus loin dans la construction d'une Europe plus politique. Je veux dire par là, donner du poids, par exemple, au Parlement européen, mais ça passe par une sensibilisation de l'ensemble des citoyens européens à l'intérêt de ce Parlement et à peut-être un mode d'élection qui soit plus représentatif. La commission qui vient d'être élue a déjà travaillé avec, d'une certaine façon, des têtes de liste par chaque formation politique, mais élues dans leur propre pays. Si je prends l'exemple du président de la commission, il était le fer de lance de la première formation politique en Europe,
mais il était élu exclusivement au Luxembourg. Et donc, peut-être que pour sensibiliser un peu plus au processus d'élection, à l'intérêt pour ce débat, ce serait pas mal d'avoir un jour des candidats qui puissent se présenter sur l'ensemble du territoire européen et avoir un vrai débat avec l'ensemble de la population sur l'ensemble du territoire européen. Pour ça, je trouve que quand j'entends les priorités qu'on donnait tout à l'heure, l'égalité en matière d'éducation, l'effort en matière de langue, ce serait bien utile, parce que ça signifie qu'il faudrait pouvoir mener le débat européen partout. Mais je pense que pour convaincre, il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus de responsables, jeunes ou moins jeunes, politiques, qui soient tenus d'aller s'exprimer sur l'ensemble du territoire européen, à l'ensemble des citoyens européens. Monsieur Malos? Oui, moi je voudrais parler d'une initiative, d'un programme qui s'appelle les initiatives citoyennes européennes, les ICE, que nous, au Comité économique et social européen, nous sommes l'institution européenne qui les soutient le plus. Et on doit se battre avec la Commission, parce que la Commission, c'est celle qui les reçoit, mais qui jusqu'à présent les soutient le moins, ou qui les a, je dirais, négligés. C'est quoi? C'est que si vous réussissez à récolter plus d'1 million de signatures, pas mal, 1 million, c'est compliqué, mais bon, dans plus de 7 pays différents, eh bien, vous pouvez faire une proposition, si elle est bien sûr éligible, législative, d'une action, un programme. Je vais vous donner un exemple. Il y a un groupe de jeunes qui sont venus me trouver il y a 2 ans, parce qu'ils étaient ulcérés comme vous tous, je crois, nous tous ici, en bande organisée, en bande organisée monopolistique. Et ces jeunes, ils ont lancé une initiative citoyenne qui s'appelait Halt au roaming. Alors, ils n'ont pas recueilli le million de signatures, mais ils en ont recueilli 300 000. Mais ça a fait tellement d'écho, ça a fait bouger, que le Parlement européen a repris cette idée, que la Commission européenne a repris cette idée. Vous avez déjà vu que depuis 2 ans, les tarifs de roaming ont baissé. Et en principe, je crois, en 2017, ça va être supprimé. Et voilà, ça, ce sont des jeunes français, allemands, belges, qui se réunissaient place du Luxembourg, là, le soir, ils font presque tous les soirs la fête, et qui se sont dit à un moment, on en a marre de payer. Donc les initiatives citoyennes, qui s'étaient introduites dans le traité européen il y a maintenant 4 ans, et c'est un système qui peut vous donner une voix. Et moi, je voudrais qu'on développe davantage ce type d'instrument, celui-là qui soit mieux écouté par la Commission européenne. Le nouveau vice-président de la Commission européenne est venu ici dans cette même salle il y a 1 semaine. On a fait une journée sur les initiatives citoyennes pour nous annoncer que maintenant ils allaient être davantage à l'écoute. On veut renforcer ce système, mais aussi développer d'autres moyens de communication directs, comme disait le vice-premier ministre Didier Reynders, qu'on puisse directement contacter, consulter les jeunes quand, par exemple, on lance une nouvelle initiative. Et nous, on a imaginé un système pilote de consultation via les universités, via les associations des jeunes. Quand il y a un nouveau projet, par exemple le programme Erasmus+, puisqu'on parlait d'Erasmus, eh bien, on consulte des panels de jeunes dans différents pays pour voir comment ils réagissent, comment on le fait aujourd'hui. Ce sera un moyen de créer une identité européenne. Merci. Alors, Monsieur Hill, peut-être alors concrètement, comment vous envisagez de donner cette place aux jeunes plus grande? Je pense que M. Malos disait tout à l'heure que cette institution est très ouverte. Je pense que c'est très important. Mais je pense que cette ville en général, et je pense à toutes les institutions, le Parlement européen, la Commission européenne, pendant toute l'année, il y a des centaines, peut-être des milliers d'événements où les jeunes viennent à Bruxelles. Aujourd'hui, c'est un autre exemple. Et moi, je trouve honnêtement, c'est peut-être mon optimisme, je trouve que le processus de décision à Bruxelles, la culture politique dans les institutions européennes est très ouverte. Les jeunes sont bienvenus, on les écoute. Nous avons une politique de jeunesse qui est financée par le programme Erasmus. Je donne un exemple. Cet après-midi, je communique les excuses de mon commissaire, M. Navracic. La seule raison pour laquelle lui ne pouvait pas venir ici, cet après-midi, il accueille une vingtaine de fédérations européennes d'étudiants et de jeunes pour parler de la radicalisation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les politiques de jeunesse? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les salles de classe? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les universités pour lutter contre la radicalisation et promouvoir la tolérance? Et ce type d'événement, ce type de réunion où on écoute les jeunes dans les salles de réunion, on les invite à Bruxelles. Je pense qu'on fait ça très souvent. Peut-être qu'on devrait le communiquer un peu plus souvent, un peu plus fortement, mais on le fait, on écoute la jeunesse. Alors,
vous aurez l'occasion de prendre la parole, donc prenez note des questions, des interrogations, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, puisqu'on aura l'occasion de faire un dialogue direct tout à l'heure. On va passer à la deuxième thématique, c'est-à-dire une des deuxièmes priorités, qui est la priorité de l'emploi, qui est certainement une priorité visiblement de la jeunesse, donc une Europe créative qui favorise l'emploi, mais qui est certainement une priorité qui traverse l'ensemble des citoyens européens, âgés aussi aujourd'hui. Il faut savoir que dans l'Eurobaromètre, on dit les gens ne sont pas tellement optimistes en fait, puisqu'ils pensent que 24% pensent que la situation économique va se dégrader, 42% qu'elle reste stable, et 20% qu'elle va croître. On pourrait dire, voir la bouteille à moitié pleine, à moitié vide, 20% qui va croître, finalement, c'est peut-être pas si mal. On va demander alors à un entrepreneur, enfin quelqu'un qui est dans le monde de réel, dans celui où à un moment donné il faut passer à l'acte, ou en tout cas qui côtoie des... Non, c'est pas que les autres ne sont pas dans le monde réel, mais vous êtes à la manœuvre, donc on va voir si vous êtes content. Donc monsieur Layani, peut-être que vous racontiez un petit peu votre bonjour, votre je suis histoire. très heureux d'être dans le monde réel, merci beaucoup. Bah, en tout cas, vous êtes Merci, devant une réalité qui n'est pas simple, qui est celle de la création d'emplois. Vous allez nous dire comment vous le sentez. Oui, la création d'emplois, ce n'est pas une vocation, c'est une conséquence. Mais merci, Monsieur le Président Malos, de nous recevoir. Je serais d'ailleurs ravi de payer quelques euros de plus pour vous appeler. Monsieur le Vice-président, Thierry Sausset. Je fais un peu de protocole parce que je cite les noms. Quand je vois la qualité des intervenants qui sont passés avant moi, ça me donne beaucoup d'espoir. On m'a demandé de venir un peu pour en transmettre et pour échanger avec des jeunes. Alors je me sens très jeune puisque vous avez donné l'âge des 4 commissaires qui ont entre 41 et 46 que vous avez qualifiés de jeunes. Et d'un coup, je me sens très très jeune. Mais merci de me donner cette occasion, et vous avez dit que c'était un libre espace où on pouvait intervenir, là où naît le dialogue et là peut-être une construction sociale européenne dont on a tant besoin, et nous aussi chefs d'entreprise, à l'heure où on attaque où on est en plein dans cette troisième révolution industrielle. Peut-être que c'est bien que vous disiez un petit peu plus sur de vous-même. Oui, bien sûr, j'ai un petit peu d'humilité, mais je vais le faire. Allez, donc dans cette troisième révolution industrielle où on a tout, le progrès, la recherche, la santé, les télécommunications, le numérique, on est dans un espace de paix. Et de l'autre côté, l'obscurantisme, donc source d'espoir, et de l'autre côté, l'obscurantisme, la violence dont on peut faire face, qui peut parfois être traduite comme une fatalité. Et finalement, la différence entre les deux, c'est la volonté et l'engagement, qu'il soit associatif, politique ou entrepreneurial. Moi, j'étais un espèce d'enfant hyperactif, dont on ne savait pas trop le qualifier s'il était surdoué ou débile, et qui était plus dans l'agir que dans l'apprendre, avec une énergie débordante. Et donc j'ai créé mon entreprise assez jeune, sortant vite du monde scolaire, à 22 ans. Et je suis maintenant à 36 à la tête d'une entreprise dans la transformation numérique des grandes entreprises et des grandes administrations qu'on accompagne dans ces changements dont on les pense, et on les accompagne dans l'exécution avec quelques 1700 collaborateurs en France, en Europe et en Amérique du Nord. Donc c'est une entreprise, une PME qui est née en France. Et d'ailleurs en France comme en Europe, on aime beaucoup le P de PME, c'est-à-dire la petite entreprise, et on adore les entrepreneurs du moment qu'ils restent petits. On a très peur qu'ils deviennent grands. Et finalement la construction européenne, c'est un peu ça. C'est le fait de lever toutes les barrières pour devenir et pour faire plus grand dans une communauté, dans un espace de valeurs partagées et de solidarité, parce qu'on ne fait rien tout seul dans cette économie dont on a parlé, du partage et des connaissances, de la co-construction et du bâtir ensemble. Est-ce que vous, je veux dire, quand on dit, voilà, puisqu'une des priorités c'est une Europe qui crée de l'emploi, une Europe créative et qui crée des emplois, est-ce que vous êtes dans le sentiment que vous pouvez vous développer en Europe et qu'il y a un espace pour votre activité ici en Europe pour répondre à cette demande? Alors on a plus de 1300 salariés maintenant en Europe, dont plus de 100 en Belgique. Oui, il y a des capacités européennes, ça donne plus d'espoir, et encore une fois, on partage des valeurs et une culture. Je vais forcément passer un petit message. On manque de convergence sociale, fiscale, on doit pouvoir s'y retrouver. On parlait du téléphone portable. Évidemment, quand on me surtaxe quand je passe une frontière, je me sens étranger. Donc, quand j'ai une fiscalité différente, quand j'ai des charges sociales différentes et qu'on en fait un élément de compétitivité, je me sens une différence. Donc, il y a besoin de convergence, il y a besoin d'un moteur qui est l'innovation, parce que l'Europe peut bien plus que juste poser des règles, mais on doit bâtir un projet européen commun.
entre les pays. Moi qui me balade et qui me sens profondément européen, avec des vraies capacités de développement, on a besoin d'harmoniser un peu plus. Mais bien sûr qu'il y a la capacité de créer de l'emploi, mais la capacité de créer de l'emploi, c'est la capacité de prendre des risques. C'est de se rappeler d'abord, quand on est jeune ou quand on démarre, qu'il n'y a pas de risque à entreprendre, à porter un engagement. Le risque, il vient après. Il est venu quand on m'a posé un chèque sur la table de quelques millions d'euros pour acheter mon entreprise. Là, j'ai compris que j'avais créé une valeur, que je portais un risque, mais que le risque, toute la société, et là si on parle d'Europe, toute l'Europe doit porter le risque, doit être derrière le risque. Parce que si le risque s'avère négatif, il y a zéro conséquence pour l'entreprise. Par contre, quand il est positif, il entraîne derrière lui tout un écosystème, de l'emploi, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, vous pourriez penser qu'il faut mieux développer des activités en Europe plutôt qu'en dehors de l'Europe? C'est que la tendance aujourd'hui pour nombre d'entreprises, vous allez voir ailleurs, parfois parce que les salaires ils sont moins chers, parce que les travailleurs sont peut-être plus flexibles, parce qu'il y a des marchés plus proches. Est-ce que vous avez... Alors, moi, je rêve d'un Small Business Act européen, où on favorise, on ne s'ouvre pas à tout le monde, et quand nous on va à l'étranger, on se retrouve avec des portes fermées. Donc peut-être que ça pourrait favoriser. Mais en dehors de ça, sans parler des règles applicables, on a des marchés, on a une culture, on a une sécurité, on a des politiques stables, on a des infrastructures extraordinaires, une situation géographique, un climat, enfin tous ces fondamentaux qui fait qu'on peut prendre des risques. Et en plus, cette communauté de valeurs où on se sent bien. Donc moi, j'ai été confronté très vite parce qu'on a toujours parlé de désindustrialisation, mais les services à valeur ajoutée sont aussi exploités dans des pays à faible coût. Mais le coût ne peut pas être que l'élément de compétitivité. On doit y travailler. Et à côté de ça, il y a justement toute cette innovation, toute cette proximité, toute cette rapidité business, ces notions de sécurité, etc. Alors, qu'est-ce que vous attendez quand vous avez un CV devant vous? Si ces jeunes vous envoient des CV, qu'est-ce qui va faire qu'un va faire la différence? Au-delà, évidemment, d'un profil pour une profession particulière, mais est-ce que on dit qu'il faut connaître les langues, il faut être adaptable, il faut... Si je pouvais citer Darwin, il disait que ce ne seront pas les plus forts ou les plus intelligents qui s'en sortiront, ceux qui sauront s'adapter. Donc bien évidemment, il faut savoir s'adapter dans le monde dans lequel on est. On ne peut pas vivre en permanence dans la nostalgie, dans l'enfermement, dans les frontières, etc. La notion d'ouverture est extrêmement importante et on aime bien voir des notions d'engagement qui dépassent les frontières de l'entreprise. Avant, on cherchait à enfermer dans l'entreprise les gens. Maintenant, on crée des réseaux de réseaux qui font qu'on laisse s'épanouir les gens à l'extérieur et qui doivent être visibles et partagés. La notion de solidarité, elle est très forte. On ne fait rien tout seul. Alors, monsieur Antonio Nieto Rodriguez, quand on est jeune en Europe, enfin ces dernières années, ces derniers mois, on a l'impression que les jeunes, on les a vus beaucoup dans la rue, un peu désespérés par la situation dans leur pays. Bon, ça vaut pour la Grèce, l'Espagne, le Portugal, mais on a aussi le sentiment, même comme parents, qu'en fait, les jeunes, souvent aujourd'hui, ont accès plus difficilement au marché de l'emploi, doivent beaucoup plus bouger, et souvent avec des conditions beaucoup plus précaires. On a presque le sentiment qu'ils se sont fait eux-mêmes à l'idée qu'ils n'auront pas de contrat, qu'ils devront partager des appartements, qu'ils ne pourront pas investir dans une vie familiale très vite, que c'est une espèce d'économie de la débrouille dans laquelle ils sont lancés un peu tout seuls. Alors est-ce que vous avez, vous, le stratège, des raisons de leur dire que c'est bien, ou au contraire, le raison de dire que cette stratégie de la débrouille, en fait, c'est celle-là qu'il faut pratiquer? Okay. I'll switch to English. So thank you. Je vais passer à l'anglais. Merci à tout le monde, merci Didier, Béatrice, merci de nous accueillir ici. Alors moi je suis très éloignée du monde politique, je suis plus proche du secteur privé, des écoles, je travaille pour GSK, j'enseigne depuis 10 ans à l'école Solvay, je suis très proche de la réalité. Et lorsque l'on me demande ce que je pense de la situation des jeunes, je réponds qu'elle est difficile. Pourquoi faut-il mentir ? La réalité fait qu'aujourd'hui, la situation est nettement plus difficile qu'il y a 10 ans ou lorsque moi j'ai démarré. Et de mon point de vue, mais je ne suis pas un homme politique, et je vous parle donc de ce que je vois dans le monde extérieur, j'insisterai quand même aussi sur un certain nombre d'éléments positifs qui sont entre nos mains. Et peut-être que nous sommes mal formés à assumer cette nouvelle responsabilité, puisque surtout en Europe, nous avons l'habitude d'évoluer dans une zone de confort.
Bon, c'est vrai qu'à côté de cela, il y a des chefs d'entreprise qui doivent lutter, préserver l'emploi, etc. Mais notre situation, globalement parlant, est relativement confortable, ce qui ne pousse pas à aller de l'avant, à évoluer, à prendre des risques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi certains projets fonctionnent. Il y a parfois des projets gouvernementaux, des projets individuels. Et moi, ça m'intéresse de me demander pourquoi le projet Euro, par exemple, fonctionne. Pourquoi ce projet qui, à un moment donné, n'était pas si évident que cela, a fonctionné, alors qu'il y en a toute une série d'autres qui n'ont pas fonctionné. Et l'on peut aussi se poser les mêmes questions à l'échelon individuel et on voit un certain nombre de similitudes. D'abord, et c'est un point important, et un point qui pourrait vous intéresser aussi dans votre expérience, il y a d'abord la question de la passion. Il faut être passionné. Passionné face à votre vision. Très difficile de défendre quelque chose qui ne vous passionne guère. Et je ne suis pas sûre que nous soyons poussés à réfléchir en termes de passion. Alors on parle de long terme, c'est vrai, mais c'est pourtant une des clés du succès. Alors moi j'aime beaucoup le foot. Alors j'aurais pu être un grand joueur de foot au sein du Real Madrid, mais mes parents m'ont dit « Ah, faut étudier. Tu oublies le foot, tu te mets aux études. Et regardez où j'en suis. » Peut-être que hier, j'aurais pu être membre du club qui a joué la Champions League. Alors moi, j'ai développé une autre passion. J'aime beaucoup parler et enseigner. Bon, comme vous, au départ, moi j'étais très timide. Je l'ai vu quand vous avez poussé sur le bouton du micro, mais on se passionne et on devient bon. Moi, je vous recommande vraiment de travailler vos passions. Deuxième élément très important, c'est de rester concentré. Cette concentration s'inscrit dans le long terme et elle passe par un nombre de choix à opérer. Se concentrer sur un ou deux objectifs en faisant des choix. L'euro, ça a fonctionné parce que c'était un projet prioritaire pour l'Europe à l'époque. Et c'est très intéressant parce que j'utilise cette analogie lorsque je parle avec des dirigeants dans le monde entier. Moi, je suis un orateur invité aux États-Unis, à Dubaï, lors de grandes conférences. Et je leur dis toujours qu'il faut se comparer à un bateau. Vous êtes un bateau en pleine mer. Vous ne pouvez pas changer la direction du vent. Il faut vous adapter, ajuster vos voiles pour profiter de la direction du vent et trouver votre cap. Trouvez votre cap grâce à votre passion, grâce à votre concentration. Et ce que je dis à des leaders, comme Didier notamment, c'est qu'il est bon d'essayer de profiter du vent plutôt que d'essayer de le changer. Certains se disent non, c'est moi qui vais indiquer au vent quelle direction il va suivre. Bon, c'est quelque chose que j'admire peut-être beaucoup dans le monde politique et chez les journalistes. D'accord, mais il faut se confronter à la réalité. Parce que, honnêtement, ce qui se passe lorsqu'on ne s'adapte pas au vent, c'est qu'on commence à tourner en rond. C'est dommage, essayons d'aller de l'avant. Avec peut-être une réponse courte, quelques éléments, parce que malgré tout, vous dites, bon, l'euro a marché, mais l'euro a marché, marche moins. Donc aujourd'hui, les jeunes ont plutôt l'expérience que l'Europe est plutôt, comme vous avez dit, on est dans une situation privilégiée, un poids sur les épaules, qu'une raison de s'envoler. Est-ce que vous pourriez quand même leur dire, selon vous, quels sont les 2-3 atouts qu'ils ont en partant d'ici, en étant ici? Oui, Béatrice, c'est vrai que lorsqu'on réfléchit au parcours de l'euro, certains vont le contester. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je devais passer au bureau de change lors de chacun de mes voyages. Bon, je dois dire que l'euro nous a offert pas mal d'avantages. C'est vrai qu'en Europe, on n'est pas très doué pour vendre ce qui fonctionne. En général, on rappelle ce qui n'a pas marché. Moi, j'ose dire que l'euro nous a beaucoup apporté. À Dubaï, aux Émirats arabes unis, on me dit pourtant qu'ils sont jaloux de notre euro. En Amérique du Sud, ils me disent « Écoutez, nous sommes envieux parce que vous, au moins, vous avez l'euro. » Ça fait des années qu'en Amérique du Sud, on essaie de mettre en place une monnaie commune. Et bon, c'est vrai que l'on regarde le processus de l'euro depuis le départ, ça a suscité une telle motivation, un tel optimisme dans la société. Même ma femme de ménage connaissait la date de mise en place de l'euro et elle connaissait les taux de conversion. C'est quand même incroyable, c'est fantastique. Monsieur Simonet, parce que en fait, est-ce que de penser positivement, d'être positif est en soi
un atout même quand l'environnement l'est pas tellement, à la fois pour décider de créer des emplois, parce qu'on dit souvent qu'on crée des emplois, le leitmotiv aujourd'hui c'est de dire on ne crée pas d'emplois parce que parfois l'emploi coûte trop cher à créer. Est-ce qu'on peut remplacer l'idée que l'emploi soit trop cher à créer en étant optimiste, on crée de l'emploi, ou est-ce qu'on trouve de l'emploi plus quand on croit qu'on va en trouver? Alors, je pense que la première règle, c'est de ne jamais accepter de s'ennuyer un seul jour. Vous savez, il y a 10 ans, moi j'étais avocat fiscaliste, et quand mes clients me téléphonaient il y a 10 ans pour me dire j'ai tel ou tel problème, j'avais envie de dire je m'en fous. Et puis j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et il se fait qu'un peu par le hasard des choses, j'ai créé une association qui s'appelle la Ligue des optimistes. Mais pour moi, l'optimisme, ça n'est pas uniquement le contraire du pessimisme, c'est aussi, et peut-être davantage encore, le contraire du cynisme. Et je pense que nos sociétés de surproduction et de surconsommation de biens à faible bonheur ajouté sont en train de devenir extrêmement cyniques. Et moi, aujourd'hui, très franchement, j'adorerais être jeune parce que je me dis que vivre aujourd'hui, devant ce monde qui est en train de changer radicalement, ça n'est pas une crise que nous vivons, c'est une véritable métamorphose. Mais vivre dans un monde en métamorphose, c'est génial, quoi. C'est génial parce que vous avez la possibilité de tout faire. C'est votre liberté. C'est votre liberté de changer le monde comme vous le souhaitez. Alors moi, la première phrase que j'ai écrite quand j'ai créé cette association romantico-surréaliste, c'était de dire l'optimisme n'est pas une aptitude congénitale au bonheur qui nous affranchirait des grands problèmes et des chagrins douloureux de notre vie. L'optimisme relève d'abord d'une décision et d'une discipline. Alors, je crois qu'on doit toujours commencer par là où nous sommes. Moi, je suis un grand adepte de l'imperfection. Pourquoi? Parce que les gens qui veulent la perfection, ils disent toujours « oui, mais », et « oui, mais », ça veut dire « non, parce que ». Moi, j'aime bien les gens qui commencent là où ils sont, avec leurs moyens. Et par exemple, j'ai adoré tous les mots que vous avez tous cités. C'est un rêve que vous pouvez réaliser. Et je me dis que ce rêve européen est absolument fantastique et chacun dans son pays peut faire quelque chose. Alors, puisque je suis là, puisque je suis en Belgique, que je suis belge, je pense que ce que la Belgique peut faire, c'est ceci. C'est que nous avons le privilège de vivre au point de confluence de deux grandes cultures. La culture germanique d'un côté, la culture latine de l'autre. Nous avons le privilège d'abriter la capitale de l'Europe. Nous avons le privilège de vivre dans ce qui est encore un des pays les plus prospères de la planète. Eh bien, je dis que si nous, qui vivons dans ce pays-là, où nous avons autant de privilèges, si nous ne montrons pas au monde l'exemple d'un pays où deux cultures différentes peuvent se rencontrer, se renforcer l'une l'autre, plutôt que d'accepter qu'on construise des murs culturels entre nous, je dis qui va montrer l'exemple. Alors, pour revenir à l'Europe un instant, on parle beaucoup de la vieille Europe, de l'Europe décadente, etc. Mais c'est une connerie invraisemblable de dire ça. L'Europe, c'est une construction géniale. Monsieur le vice-premier ministre l'a dit, c'est une construction qui nous a offert une paix énorme. On s'est battu pendant des siècles ici sur notre continent, et voilà que depuis bientôt 75 ans, nous vivons en paix. Non seulement nous vivons en paix, mais nous construisons quelque chose ensemble. Alors, je dis que cette Europe-là, aujourd'hui, effectivement, il y a un arrêt. Les gens s'interrogent. Les gens s'interrogent en disant qu'est-ce qu'on va faire? On a des problèmes d'emploi, etc. Bien sûr, les choses se calment, l'économie se calme, on ne pense plus à la croissance comme jadis. Mais c'est intéressant, ça, parce que moi, j'aime bien cette pensée de Emmanuel Kant qui disait qu'il faut agir de telle sorte que l'ordre du monde ne soit pas troublé si tout le monde agissait comme nous agissons. Or, il se fait que si le monde entier se mettait à vivre selon ce modèle que nous avons inventé ici en Europe, enfin en Occident,
ce monde de la croissance à tout prix. Eh bien, si le monde entier se met à vivre comme ça, la vie sur Terre ne sera plus possible pour nos enfants. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, c'est une Europe qui est en quête de sens. Et cette quête de sens, c'est vous qui devez la mener, et c'est absolument enthousiasmant. Vous savez sans doute que le mot enthousiasme vient du grec entheu, atmos, ce qui littéralement signifie dans le souffle du divin. Bien sûr, ça n'a rien de religieux. Mais l'idée, c'est quand même de réfléchir un petit peu, de remettre un petit peu de spiritualité dans la vie et de se poser la question, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de notre vie en commun? Et je pense que c'est vraiment une tâche merveilleuse qui vous incombe. Voilà. Merci, Monsieur Simonet. On va se retourner de nouveau vers Monsieur Hill, parce qu'il a pour charge de faire advenir une part de ce sens et de ce sens peut-être du divin, en tout cas du merveilleux, dans l'espace européen. Et donc, pour l'emploi, une Europe créative qui favorise l'emploi, ça passe comment par vos services? Let me just start with a few words on what Mr. Simonet was saying, because Je rebondis sur ce qu'a dit M. Simonet parce que je pense que c'était une source d'inspiration et ce que nous devons faire urgemment dans l'Union européenne, vraiment c'est une des priorités que nous devons avoir, c'est de trouver les bons mots, les bons termes, ces termes que vous utilisez pour parler de l'Europe. Parce que, bien sûr, dans ce contexte de crise économique, enfin, je reprends, imaginons, vous arrivez à Bruxelles, dans un vaisseau spatial qui vient de Mars, et vous examinez l'Union européenne, on vous pardonnerait si vous pensez que c'est une institution financière, que c'est juste économique et financier, qui passe beaucoup de temps et qui investit beaucoup de ressources simplement pour maintenir à flot sa devise, l'euro. Mais nous pensons que l'Europe, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus approfondi, c'est un projet humain et humaniste, c'est ça qui est fantastique. Et nous devons redécouvrir ces termes, cette manière de raconter l'Europe. Alors pour ce qui est de la créativité, j'ai parlé d'Erasmus tout à l'heure. Pourquoi pensons-nous qu'Erasmus est un excellent programme? Eh bien parce que, grâce à cela, on développe les compétences, comme mon voisin qui parlait de l'adaptabilité, il avait tout à fait raison. C'est en passant 6 mois ou 12 mois dans un autre pays d'Europe, en apprenant une autre langue, en vivant par ses propres moyens, peut-être en louant un appartement pour la première fois de votre vie, en travaillant avec des gens d'autres cultures, en résolvant des problèmes en tant qu'équipe. C'est ainsi que vous développez des compétences dont vous aurez besoin dans toute votre vie, quel que soit votre emploi. Ça n'a aucune importance, votre emploi. Ces compétences, elles seront importantes de toute façon. Et ces compétences, elles aident à construire des relations avec d'autres personnes. Ça vous rend plus heureux, je pense. Et c'est pour cela que Erasmus est une excellente contribution au projet européen. Le travail sur la culture, qui est sans doute l'endroit où l'humanisme, l'autre discours peut être incarné. Absolument. Et je suis très fier. Je suis très fier que dans le traité sur l'Union européenne, il est marqué clairement en noir et blanc que la culture n'est pas un marché, ce n'est pas une activité humaine et sociale comme les autres. Et je pense que généralement, pas toujours, je suis aussi un adepte de l'imperfection, mais généralement, on respecte ce principe et c'est très important. On soutient le cinéma européen, on soutient les productions de télévision européennes, on soutient la traduction de la fiction européenne, avec des budgets, je pense, un peu trop modestes. J'aimerais qu'on ait plus d'argent, malheureusement on n'a pas, mais on le fait. C'est-à-dire que la création d'emplois dans le secteur culturel n'est pas un leurre, puisqu'en Europe, les villes se développent à travers des projets culturels et créent beaucoup d'emplois. Absolument, absolument. Aujourd'hui, on calcule qu'à peu près 5% de l'économie européenne est produite par les industries créatives et culturelles. C'est énorme. On pense que c'est entre 8 et 9 millions d'emplois dans ce seul secteur. C'est énorme. Et comme vous l'avez dit, c'est une manière pour les villes, on le voit à Mons cette année, c'est une manière pour les villes de s'adapter, d'investir à nouveau, de mettre un nouveau visage, d'accueillir le monde, de se présenter au monde. C'est une formidable opportunité. Donc je pense que les villes sont vraiment, comme vous dites, le vecteur de la créativité.
Donc Mons est capitale européenne de la culture, une des capitales européennes de la culture cette année. Il faut savoir aussi que M. Reinders, qui est aussi en charge d'une institution, une organisation qui finance la culture, a décrété une exception culturelle pour ces institutions qui sont Beaux-Arts, que vous connaissez peut-être si vous êtes ici, et la Monnaie, qui est l'opéra de Bruxelles, de façon à permettre à ces institutions d'échapper un peu ou de bénéficier de davantage de moyens. Donc c'est que vous étiez convaincu que c'était un élément de croissance créative? C'est un élément de croissance créative, mais je crois que la formule exacte sur la culture serait plutôt de dire que la culture n'est pas qu'un marché. C'est aussi un marché, c'est les deux. Et donc on doit être attentif à soutenir avec un certain nombre de moyens venant des institutions européennes, des États, des régions, des villes, etc., des activités culturelles. On doit aussi encourager toute une série d'acteurs à développer des projets culturels. Et si je prends de nouveau l'exemple de ce que nous faisons en Belgique, mais d'autres le font sous une autre forme, on parlait de l'exception culturelle, effectivement, que l'on applique quand on parle du cinéma européen dans des traités internationaux, dans des accords avec des partenaires. On peut à la fois soutenir par des budgets, on peut aussi encourager les entreprises, quelles qu'elles soient, à investir dans le cinéma. Par exemple, en Belgique, si on a pu développer ces dernières années un très grand nombre de productions cinématographiques et de coproductions réalisées au départ de la Belgique, c'est parce qu'on a donné un avantage à toutes celles et tous ceux qui veulent choisir d'investir une partie de leurs résultats dans des productions cinématographiques ou de télévision. Et on aimerait pouvoir le faire aussi, vous parliez de la Monnaie, dans des spectacles vivants. Je crois qu'il faut qu'on se rende compte que c'est à la fois un marché, avec une création d'emplois, une création d'activités, et c'est aussi évidemment un marché tout à fait particulier que par moment il faut soutenir par des subventions. Mais il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'aspect subside-subvention, il faut intéresser des entrepreneurs à aussi participer à des projets culturels de manière beaucoup plus significative. Voilà, maintenant vous savez quoi répondre à vos parents quand vous allez leur dire que vous ne voulez pas rentrer dans une banque et que vous voulez créer un... Vous savez que c'est un projet d'avenir et c'est là-dessus qu'on construit beaucoup de PME aujourd'hui et de petites entreprises, de start-up à travers une activité très créative qui part de vous, en fait, dans laquelle vous êtes unique fatalement, ce qui est toujours la meilleure chose sur le marché. Il y a une question de Monsieur Doche, qui est le directeur général des chambres des métiers français, voilà. Donc voilà, vous aviez une question au panel. Bonjour à tous. Ma question s'adresse essentiellement à Monsieur Hill. Donc il a rappelé les bienfaits du programme Erasmus et de la mobilité des jeunes en Europe. Donc effectivement le secteur de l'artisanat dans lequel j'exerce forme en France environ 200 000 apprentis. Et ces apprentis, malgré notre volonté résolument optimiste, ne parvient pas à mettre les apprentis dans la mobilité parce que le programme Erasmus n'est pas adapté aux spécificités de l'apprentissage, puisque l'apprenti passe une partie de son temps en entreprise et pendant qu'il est en mobilité, se pose un tas de problèmes de responsabilité du maître d'apprentissage, c'est-à-dire du chef d'entreprise, d'assurance, de financement, de prise en charge du salaire, et ces questions ne sont pas réglées. Donc ma question est la suivante. Au moment où l'Union européenne fait la promotion de l'apprentissage pour l'emploi des jeunes, ne pensez-vous pas qu'il est temps de donner un grand souffle d'optimisme à nos jeunes apprentis en leur facilitant l'accès à la mobilité européenne et pour une simple égalité d'estime et de traitement entre les jeunes étudiants et les jeunes apprentis? Poser la question d'un Erasmus des apprentis, en quelque sorte. Oui. Il y a peut-être un malentendu sur le fonctionnement d'Erasmus. J'ai vérifié les chiffres avant de venir aujourd'hui. Parmi les 4 millions de mobilités entre 2014 et 2020, 650 000 seront pour les apprentis. Donc, c'est pas mal. Il est vrai que Erasmus est davantage consacré aux étudiants d'université, avec 2 millions, donc la moitié des 4 millions, c'est pour les étudiants d'université, mais je pense que 650 000 apprentis, je pense qu'on envoie un signal qu'on a compris l'importance. Mais ce que vous avez évoqué, si j'ai bien compris, c'est que dans le fonctionnement, les aspects logistiques, vous avez parlé d'assurance, etc., ça ne fonctionne pas. Ce que je vais peut-être vous proposer, c'est un premier début de question,
que c'est que vous preniez contact, c'est le but aussi, et que vous ayez un entretien un peu plus approfondi pour les questions plus pratiques, mais à tout le moins, ça pose aussi la question, l'apprenti étant dans la zone des qualifiés, mais souvent d'une autre façon, c'est une qualification importante, c'est un autre type de jeunesse qui circule à travers l'Europe, donc je propose que vous en parliez ensuite. On va maintenant passer à la troisième thématique, qui est la thématique de l'environnement, qui est certainement une préoccupation de la jeunesse. On a même parfois un peu le sentiment, à certains moments, que c'est surtout les jeunes qui portent la problématique de l'environnement et qui sont les plus fervents défenseurs dès lors qu'ils sont moins exposés peut-être aux contraintes économiques, industrielles que ça postule, et plus conscients de leur rapport à la nature, en contact beaucoup plus direct, puisque beaucoup plus dehors que nous qui sommes généralement dans les bureaux et dans les voitures. Donc le but est une Europe qui, dans les priorités jeunes, qui stimule l'innovation, énergie propre et recyclage. La Commission parle de changement climatique, résilience énergétique, ça fait partie de ses priorités. Je vais demander peut-être à Monsieur Reinders de nous dire un petit point. Donc je propose que sur ce thème-là, on fasse un tour assez rapide des 4 personnes que je vais interroger, pour qu'on puisse alors avoir le temps de traiter le 4e chapitre et donner la parole quand même un petit peu à la salle. Donc Monsieur Reinders, si vous voulez nous dire un petit peu où on en est. On a l'impression souvent que c'est une série de réunions, ce climat, qu'on discute, qu'on se revoit, puis qu'on fixe surtout la prochaine capitale où on va se revoir. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'une part, effectivement, les grandes conférences, les grands débats internationaux sur le changement climatique. Et ce que l'Europe fait en la matière, je crois que c'est déjà remarquable, c'est d'avoir un rôle vraiment de leader en termes d'objectifs. Je disais tout à l'heure, en termes de diminution des émissions de gaz, en termes d'utilisation d'énergie renouvelable, en termes d'efficience énergétique, mais surtout d'essayer que tout le monde s'engage et d'aller vers des accords qui soient liants pour l'ensemble des partenaires. Mais il faut convaincre un certain nombre d'autres partenaires dans le monde d'aller dans la même direction. Mais moi, je dirais plutôt sur le plan individuel, concret. C'est vrai que les jeunes sont probablement très engagés en matière d'environnement, mais les Européens le sont parfois sans s'en rendre compte. S'il y a 30 ans, on avait expliqué à la plupart des ménages qu'ils allaient dans un pays comme la Belgique travailler avec plusieurs sacs poubelles différents pour participer au recyclage des déchets, vous aurez pris pour probablement un fou ou une folle, disant qu'est-ce que c'est que cette histoire de devoir utiliser plusieurs sacs poubelles. Ça se fait naturellement maintenant. Et on atteint dans un pays comme la Belgique, pour certains types de produits, des taux de recyclage qui ne sont pas loin de 100%. Je pense notamment aux canettes que beaucoup utilisent. Donc ce sont des choses qui se font. Quand je vois l'évolution en énergie renouvelable, c'est la même chose. On a vu des développements extraordinaires en la matière. Donc, on doit travailler sur les 2 axes. À la fois essayer de convaincre et jouer un rôle de leader dans le monde sur de grandes conférences, mais puis au quotidien faire des choses très concrètes et convaincre finalement les citoyens d'aller dans cette direction. Et là, il y a un rôle du politique, il ne faut pas se tromper. Et malheureusement, je dis malheureusement, souvent le rôle du politique, c'est à travers soit un incitant, ça c'est déjà plus agréable, soit des sanctions. Parce que je prends un exemple en matière d'environnement qui est un fléau dans beaucoup de nos villes, c'est la malpropreté. Enfin, elle ne vient pas de nulle part. Il y a aussi une responsabilité partagée. Quand une ville n'est pas propre, c'est que beaucoup de ses citoyens font en sorte qu'elle ne le soit pas. Donc il y a là un travail de conviction à développer aussi. Alors Monsieur Malos, comment la société civile peut-elle peser sur cet agenda? En quoi, à partir de chez vous, on pèse sur l'agenda? Je vais prendre aussi un exemple. Nous, on a fait un travail sur la lutte contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, je reprends mon exemple du téléphone, c'est qu'on fabrique maintenant des produits qui, au bout de 3 ans, vous devez les jeter. Si vous essayez de changer la pile de cet appareil-là, vous allez vous crever les yeux parce que c'est pratiquement impossible. Et donc nous, on a lancé une réflexion avec ceux qui produisent, donc les patrons, les employeurs, qui ont une conscience de responsabilité, comme notre ami ici, les syndicats, et puis les associations de défense de l'environnement. Alors au début, les patrons ont dit oui, mais vendre plus, c'est mieux parce que ça nous fait des bénéfices plus rapides. Les salariés ont dit oui, mais vendre plus, ça fait produire plus, donc ça fait plus de travail. Donc votre histoire d'obsolescence programmée, après tout, ça tue l'emploi et ça tue les profits. Puis en réfléchissant, tous ensemble, ils se sont dit, oui, mais finalement, si on fait des produits qui ont une durée plus longue, on pourra faire des produits de meilleure qualité, on pourra améliorer la compétitivité et on pourra d'autant plus faire de la meilleure qualité en Europe. Parce qu'en Europe, on peut faire de la meilleure qualité par rapport à des partenaires d'autres pays. Et puis, si on fait des produits de qualité liés à ces produits, peut-être qu'on pourra mettre liés à ça des services
Moi, je vais donner un exemple tout simple. Hein. Moi, j'ai des lunettes, malheureusement, maintenant, parce que je ne suis plus très jeune, hein, comme d'autres, des lunettes de vue. Au début, quand j'ai dû commencer à en acheter, j'ai acheté des lunettes dans des pharmacies ou dans des stands de gare à 10, 15, 20 euros, made in, de l'autre côté du monde. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, si je les avais pas perdues avant, elles étaient cassées, je devais en racheter. Puis quelqu'un m'a dit, tu es un imbécile, ce qui est juste, va chez un oculiste, fais-toi faire de vraies lunettes de vue, ça coûtera un petit peu plus, 100, 120 euros. Tu auras un service, effectivement, j'ai trouvé à côté de là où j'habite un magasin qui assure un service, et tu auras des lunettes de qualité, tu vas les conserver 3 ans, je les ai déjà fait depuis 3 ans, et tu auras en plus, tu vas créer de l'emploi indirectement, parce que le service, le magasin qui me le répare, qui me les réajuste, il y a des employés qui travaillent. Michelin, la société Michelin de pneus, ils font maintenant des pneus longue durée qui coûtent un petit peu plus cher, mais il y a un service d'entretien qui est lié, le consommateur s'y retrouve, l'environnement s'y retrouve, l'entreprise aussi s'y retrouve parce qu'il peut proposer des produits de meilleure qualité, et l'emploi aussi, les salariés aussi. Et notre rapport sur développer l'obsolescence programmée, il a été voté par tous ici, les employeurs, les syndicats et les associations. Alors bon, c'était un peu évoqué par M. Malos, M. Nieto Rodriguez, est-ce qu'on a parfois l'impression qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre parce que si l'environnement est porteur de croissance à terme, en investissant dans de nouveaux domaines, ou porteurs d'emploi ou d'innovation, il y a quand même une transition difficile. Je prends un exemple. Beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que le phénomène des voitures de société, qui sont les voitures qu'on donne en salaire, parce que ça coûte trop cher de donner de l'argent réellement, c'est un système vicieux, puisque finalement, ça ne fait qu'aider à la congestion des villes. Mais arrêter le système est compliqué, puisque quelque part, les voitures de société, ça fait tourner la machine automobile, ça fait tourner l'emploi, et ça fait que des entreprises automobiles s'installent en Europe. Est-ce que c'est compatible, le développement durable et croissance? Je pense que là, vous mettez le doigt, Béatrice, sur une question assez épineuse. C'est vrai que l'environnement, c'est un projet à long terme, à 10 ans, à 15 ans. À la limite, nous ne verrons pas les conséquences. Moi, je pensais à l'environnement Coca-Cola à l'échelon mondial. J'en discutais avec son dirigeant. Et il visait un monde meilleur, mais en même temps, il licenciait en Espagne et ailleurs en Europe. Ce qui voulait dire que les familles touchées allaient en souffrir. Donc, il y a effectivement une tension entre les avantages à court terme de nos sociétés par rapport aux avantages à long terme. Donc, il y a là un potentiel, mais comme disait Didier, il faut qu'il y ait alignement entre les différents acteurs pour convaincre tout le monde que nous œuvrons dans l'intérêt de la société. Et vous aussi, vous pouvez participer à l'élan à partir de la base en disant que vous voulez des vélos au lieu de voitures. Donc chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Bon, au niveau supérieur de la pyramide, vous avez entendu ce que dit le monde politique. Au niveau de base, vous pouvez demander des bicyclettes. Et dans de nombreuses entreprises en Belgique, vous pouvez demander une voiture au lieu une bicyclette, plutôt qu'une voiture de société. Monsieur Simonet, il peut nous apporter là-dedans? Je pense qu'on en revient toujours à cette pensée de Kant, agir de telle sorte que l'ordre du monde ne soit pas troublé si tout le monde agissait comme nous agissons. Donc, c'est pour la question de l'environnement, c'est évidemment exactement la même chose. Alors, évidemment, reste la question de l'emploi. Ça, c'est évidemment fondamental. Mais j'ai envie de poser la question ici, qui, parmi vous, a un diplôme universitaire? Vous pouvez lever le doigt qui a un diplôme universitaire ou va avoir bientôt un diplôme universitaire? Non? Eh bien, c'est très bien parce que j'ai une bonne nouvelle, parce que ces diplômes seront bientôt obsolètes. Parce que le monde change complètement. Et pour vous, c'est un challenge exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez vu le film Enquête de sens. Vraiment, je vous conseille de le voir. C'est un jeune Français, 29 ans, Marc de la Ménardière, qui travaillait dans une grande compagnie à New York et qui s'est posé la question du sens de sa vie. Qu'est-ce que je fais ici? Et donc, ce garçon a décidé, à 29 ans, de quitter son emploi, de se mettre en risque, et pratiquement sans moyens financiers, il s'est lancé dans la réalisation d'un film
qui est une véritable merveille et qui, à mon avis, va être vue bientôt par des millions de gens. Et vraiment, je vous souhaite de le voir. Et dans ce film, notamment, il allait voir un professeur d'université de Dublin, je crois, et il posait la question à ce professeur d'université, « Monsieur le professeur, quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes qui sortent de l'université ?» Et ce professeur de répondre, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas chercher d'emploi. De ne pas chercher d'emploi. De ne pas entrer dans le moule. De créer votre emploi. Créez votre emploi. Faites fonctionner votre cerveau. Parce que le monde est en train de changer et le monde a besoin de nouvelles initiatives. Et pour ça, vous devez faire travailler vos cerveaux. Plutôt que d'être dans la peur en disant « merde, je n'ai pas d'emploi ». Quelqu'un tout à l'heure, cet après-midi, a dit ah ben, il est là, il travaille sous le seuil de pauvreté, il a 400 € par mois. Ce garçon a pris plein d'initiatives. Et il dit « enfin, je me sens libre ». Eh bien, c'est ça. Il faut donner un prix à votre liberté. Plutôt que de devenir des petits mercenaires. Voilà vraiment ce que je vous conseille et que je vous souhaite. Je dois vous avouer que quand on est venu me parler pour la première fois, Thierry Sausset, Claire qui est là et Monsieur Simonet de la Ligue des Optimistes, j'ai d'abord je regardais ça avec une forme de scepticisme. Mais comme journaliste, je dois dire, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, je pense que vous êtes baigné dans des discours finalement plus larges et parfois hélas que nous. Mais ce qui est intéressant, on comprend pourquoi la Ligue des Optimistes a une raison d'être, parce qu'elle parle différemment de ce qu'on entend généralement. Donc moi je trouve que cette parole-là, elle est plus franche, plus libérée, elle ose un peu des chemins de traverse que souvent on ne... Donc voilà, je sais pas que je suis convertie, mais en tout cas je suis intéressée à vous entendre. Et donc, nous passerons au dernier chapitre, Europe unie et en paix. C'est évidemment le souhait des jeunes, c'est évidemment l'engagement que prend l'Europe, Europe plus forte à l'international. Bon, on ne va pas tomber tout de suite sur Monsieur Hill, parce qu'on a envie de dire plus forte à l'international. Aujourd'hui, là, il y a examen, quoi. Avec le Conseil européen et l'immigration, on se dit, tiens, est-ce que ça va le faire? On n'est pas sûr. Alors peut-être que je vais d'abord demander à Monsieur Malos de nous dire, bon, parce que vous étiez déjà en introduction au tout début, très dur en fait, le pessimisme, quand vous exprimiez tous les problèmes des frontières, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une Europe qui parle à l'international? Est-ce que c'est l'endroit, peut-être vous êtes le plus déçu, je ne sais pas. Je crois que Didier Reynders a très bien expliqué tout à l'heure, il a dit l'Europe, elle paie, mais elle ne plaît pas, elle ne joue pas. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une frustration du monde entier vis-à-vis de l'Europe. J'ai reçu hier, il passait par hasard, je crois qu'il est venu ici, je crois qu'il est venu voir aussi, le patriarche Filaret, qui est le plus haut dignitaire de l'Église ukrainienne. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, vous savez, nous sommes, nous Ukrainiens, partie des Ukrainiens, ceux qui le représentent, nous nous sommes rapprochés non pas de Bruxelles ou de l'Union européenne avec ses institutions, nous nous sommes rapprochés, nous croyons en vos valeurs. Croyons en valeurs de solidarité, valeurs de paix, valeurs de l'unité. Et ce qui nous a fait vibrer depuis des décennies, c'est l'exemple de la réconciliation des Européens au sein du projet de l'Union européenne. C'est ça. C'est l'exemple de fonder une union, non pas comme l'Union soviétique fondée sur un dogme et un système bureaucratique, mais fondée sur les démocraties, la valeur, la participation. Donc nous vous regardons. Mais vous, Union européenne, nous vous trouvons un petit peu faible. Nous vous trouvons même pas sûrs de vous-même et de vos valeurs, alors que pourtant nous les admirons. Et surtout, vous nous dites pas vers quoi vous allez. Est-ce que nous, Ukrainiens, on pourra rejoindre le projet européen? Est-ce que vous avez des frontières? Est-ce que vous avez des objectifs? Quelle est votre vision? Et le projet européen, il avance pas à pas, masqué, caché, parce qu'on ne veut pas faire
on veut pas déplaire à telle partie de l'électorat, à tel autre parti, on veut pas. Et ce manque de vision, il est encore plus sensible, je dirais, pour ceux qui sont à l'extérieur des frontières européennes, qui regardent l'Europe comme un modèle, comme un espoir, parce que c'est un ensemble très fort, très puissant, riche, qui paye, qui donne l'aide au développement, mais qui se cache, qui n'ose pas se présenter comme il devrait se présenter, à mes yeux, c'est-à-dire c'est un projet fédéral, qui n'ose pas mettre en avant ses valeurs. Nos valeurs, c'est la paix. Nous ne prétendons pas être les gendarmes du monde, contrairement à d'autres. Nous ne sommes plus des impérialistes, parce que le projet européen, c'est justement la défaite des impérialismes européens. Et le problème qu'on a aujourd'hui avec la Russie, c'est essentiellement le maintien d'un rêve impérialiste qui empêche les Russes et les citoyens russes de retrouver le projet européen. Donc moi, je dis oui, le projet européen, il a un potentiel fantastique au niveau de son image à l'extérieur, à condition qu'il croit davantage en lui et qu'il s'appuie davantage sur ses valeurs. Merci beaucoup. J'avais envie de poser la question à Didier Reynders, c'est notamment à partir de cette problématique de ce qu'on appelle désormais les migrants, les noyés de la Méditerranée, etc. Parce que c'est vrai que pour nous, la presse, pour vous les jeunes, pour les gens qui marchaient dans la rue tout à l'heure, c'est quelque part un peu facile de dire, moi j'ai écrit et j'ai dit voilà, maintenant il faut faire quelque chose, l'Europe, Lampedusa, enfin ces migrants sont rentrés dans l'histoire de l'Europe par la porte de Lampedusa, ils sont partis de notre histoire, on ne peut pas, ce serait une honte au regard de l'histoire de ne pas faire quelque chose. Le problème sans doute, Monsieur Reynders, c'est qu'aujourd'hui vous êtes en train de devoir écrire les réponses et vous êtes sans doute confronté à un dilemme complexe, c'est-à-dire que d'une part, il y a des gens qui vous demandent d'accueillir les gens qui sont sur ces bateaux, qui sont désespérés. Une partie des gens qui le disent peut-être moins fort, mais qui le pensent, et de plus en plus dans nombre de pays européens se disent surtout ne les accueillez pas, laissez-les là bien où ils sont, on en a déjà assez. Et donc, il y a des opinions très fortes et qui s'expriment notamment lors d'élections qui sont contradictoires. Bon. 3, vous avez mission d'agir sur un problème dont l'origine n'est pas de votre responsabilité, en tout cas pas directe, parce qu'il faut tarir la source, c'est pas facile. Et donc, je me dis, je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui en vous disant, ce matin, vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que l'Europe agisse. Est-ce que vous avez le sentiment encore de pouvoir agir, en fait, d'être pas impuissant sur ce sujet ? Non seulement je crois qu'on a le sentiment qu'on peut agir, mais je crois surtout qu'on a la certitude que l'on agit. Ce n'est pas parce que les feux de l'actualité se braquent sur un thème puis un autre, et un thème en chasse un autre, que pendant le reste du temps, on ne fait rien. Je prends l'exemple que vous venez d'évoquer, très concrètement, quand un attentat est commis au musée juif de Bruxelles, quand ensuite un attentat est commis à Charlie Hebdo et dans un magasin cachère, et puis un autre à Copenhague, la réaction dans la presse, dans l'opinion, dans les parlements, c'est de demander de prendre des mesures plus fermes de lutte contre le terrorisme, de contrôle des frontières, de contrôle de l'accès au territoire. Et puis, quelques mois plus tard, quand un bateau sombre en Méditerranée, c'est de dire il faut ouvrir, il faut laisser venir, il faut accueillir parce que ce sont des personnes en difficulté. Je crois qu'on doit garder, heureusement d'ailleurs à travers les politiques, une ligne un peu commune. Alors que fait-on dans un dossier comme cela? Je ne veux pas être trop long parce qu'on vient d'en parler pendant quelques temps dans de différents parlements, encore au Parlement belge tout à l'heure, mais la première chose, vous venez de le dire, c'est de travailler dans les pays d'origine. On le fait sans cesse. Je disais tout à l'heure, l'Europe est le plus gros contributeur pour essayer d'aider au développement dans des pays que des gens fuient parce qu'ils fuient la misère. Donc la première chose à faire dans ces pays-là, c'est d'essayer d'avoir le développement et un développement qui bénéficie à tout le monde, une autre gouvernance, que quelques-uns ne s'accaparent pas toute la richesse, qu'on puisse la répartir correctement. Dans d'autres cas, dans des pays d'origine, c'est mettre fin à des conflits. En Libye, aujourd'hui, dont on parle tellement, il n'y a pas de gouvernement. On n'arrive pas à mettre des groupes, des tribus ensemble pour former un gouvernement.
Nous sommes dans une coalition militaire en Irak pour lutter contre des groupes terroristes sur le terrain. Donc ça, c'est la première chose. C'est comment peut-on essayer de tarir la source, parce que la plupart des gens, ils souhaitent pouvoir vivre et développer leurs projets chez eux, si c'est possible. Tant mieux s'il y a Erasmus, tant mieux si on peut travailler se voyager à travers le monde ou l'Europe. Mais la première chose, les gens aimeraient bien vivre en sortant de la pauvreté, en sortant des conflits chez eux. La deuxième chose, il ne faut pas oublier dans le dossier que l'on vit maintenant, c'est la lutte contre les trafiquants. Il y a des gens qui vivent du trafic de drogue, du trafic d'armes, mais aussi du trafic d'êtres humains. Et la première chose qu'on essaye de faire pour le moment tous ensemble, en Méditerranée, c'est de tarir aussi cette capacité de trafic. On l'a fait au large des côtes de la Somalie, ça a assez bien fonctionné, de faire en sorte qu'on s'en prenne aux bateaux de ces trafiquants, mais qu'on puisse aussi les poursuivre. On a arrêté un Syrien et un Tunisien, si je ne me trompe, qui étaient à bord du bateau qui a fait naufrage et qui sont responsables, avec d'autres, de ce genre de trafic. Il faut lutter contre ces trafics. Et puis, il faut assumer notre part de responsabilité dans l'accueil. Et là, c'est un débat que l'on a en permanence. On a fixé des règles en matière d'asile, on doit respecter ces règles. Des gens qui aujourd'hui sont massacrés, persécutés en Syrie par exemple, il faut les accueillir. Et je dis là, il y a beaucoup d'Européens, de beaucoup de pays, il faut que l'on fasse un effort dans tous les pays européens. Pas laisser la charge aux pays de première ligne, Italie, Malte ou Grèce, mais aussi partout ailleurs. Or en Europe, il faut le dire aujourd'hui, il y a quelques pays, moi je suis assez fier que la Belgique le fasse, mais l'Allemagne le fait, la Suède le fait, on accueille pas mal de monde, il y a beaucoup de pays qui ne le font pas. Et donc il faudrait convaincre. Alors maintenant, pour le dire plus politiquement, je crois que quand on essaie de voir ce que l'Europe peut faire plus fortement d'une seule voix, mais pour ça il faut que les États européens le veuillent et que dans chacun des États, vous disiez que vous étiez fédéraliste, je le suis aussi, mais je ne dis pas trop haut, parce que ça pourrait heurter certaines sensibilités proches. Simplement, il faut que les États soient d'accord sur ça. Et moi, pour reprendre une simple formule, je crois qu'elle est de Paul-Henri Spaak, mais elle est déjà de l'immédiate après-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Tous les pays européens sont petits dans le monde. Mais il y a encore deux catégories. Ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas encore. Et donc, vous vous classez dans l'un ou l'autre de ces pays, ne votez pas, mais en rentrant chez vous, essayez de convaincre qu'effectivement, c'est peut-être bien que pour régler un certain nombre de problèmes comme ceux-là, l'Europe puisse vraiment s'exprimer d'une seule voix. Mais pour ça, il faut lui en donner la capacité et la compétence. Ce que dit M. Reinders, c'est quelque chose que les... C'est qu'il y a une confusion dans les termes. Quand on dit l'Europe optimiste, en fait, très souvent, peut-être que M. Hill le dira, que l'Europe est plus optimiste que ses composantes. Ou que quand elle est optimiste, parfois les composantes, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, quand ils rentrent chez eux, donnent un discours pessimiste, alors que l'Europe, elle, portait un projet positif. Faites le test. Chez nous, c'est impossible. Mais quand une décision est prise, peut-être pas aujourd'hui parce que c'est un sujet plus particulier, mais une décision est prise au niveau européen, si la décision est favorable à des citoyens, à des groupes de citoyens, vous verrez un ministre rentrer dans son pays et dire que c'est une décision, je ne vais pas citer de pays, mais nationale. Elle a été prise chez lui. Si la décision est un peu délicate, c'est Bruxelles. Alors nous, on a un problème comme Belge, c'est que toutes les décisions sont prises à Bruxelles dans la même rue, donc on n'arrive pas à faire ça. Voilà, j'ai donné la parole à M. Layani parce qu'on parle d'unité. Il y a aussi les unités qui ne sont pas politiques, c'est-à-dire qu'on peut dire que dans le business, est-ce que l'unité technologique, elle existe pour vous et est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles on doit aller plus loin? Vous m'avez réveillé. Est-ce qu'on doit aller plus loin en matière technologique européenne? On parlait d'infrastructures de télécommunications, par exemple. On parle de sécurité de la donnée. Pardon, vous m'entendez? Voilà. On parle d'un cloud européen, on parle de sécurité de la donnée, on parle de réseaux de télécommunications, on parle de moteurs de recherche européens, bien évidemment. Hein? Et Monsieur le vice-premier ministre disait qu'il y a un appareil européen dans la salle. Voilà. Dans le sommet de Lisbonne en 2000, les chefs d'État, moi j'étais ministre des Finances, je ne pouvais pas avoir une idée aussi géniale, les chefs d'État ont décidé que l'Europe serait la première société de la connaissance dans le monde 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, c'était 2010. En 2000, quand ils ont fait connaître la nouvelle, ils la faisaient connaître sur des GSM européens. La première marque de GSM au monde était une marque européenne. Et 10 ans plus tard, quand ils ont constaté qu'on n'avait pas réussi tout à fait à atteindre le but, ils l'ont communiqué soit sur un matériel américain, soit sur un matériel coréen. Donc, il y a peut-être des choses à réfléchir. Mais on voyait Barack Obama qui s'insurgeait contre la communauté européenne, etc., des règles et des mesures qu'elle pouvait prendre, notamment en matière de fiscalité.
j'aimerais qu'on soit beaucoup plus offensif plutôt qu'on se protège. Parce que là, on est dans une phase de protection, on est bien en retard. Donc maintenant, la question, c'est comment on devient beaucoup plus offensif. Monsieur Simonet. Oui, alors, Monsieur Layani parle de fiscalité. Là, je pense qu'à cet égard, l'Europe est indispensable et qu'on doit aller très, très, très vite. Pourquoi? Parce que, évidemment, les grandes sociétés, les gens riches, paient beaucoup moins d'impôts que les gens pauvres. C'est comme ça. Je vous donne un simple exemple. Ici, en Belgique, c'est vrai que les dividendes sont moins taxés que les revenus du travail. Les plus-values ne sont pas taxées. Et, bon, alors on peut se dire, mais c'est pas possible, c'est anormal, etc. Moi, si j'étais au gouvernement, je ne taxerais pas les plus-values. Pourquoi? Parce que la Belgique est un tout petit pays et que je n'aurais pas envie que les citoyens partent dans un autre pays. Et donc, moi, je crois qu'il faut absolument créer cette Europe très, très vite pour éviter que tous les pays ne soient contraints de créer des petites niches fiscales partout, dont finalement seuls les puissants que seuls les puissants utilisent. Et donc là, je crois que l'Europe est indispensable, la construction de l'Europe est indispensable pour remettre un petit peu d'égalité. Voilà. Ce qui vaudrait un débat en soi tout seul, comme chacun des thèmes qu'on a abordés. Avant de vous demander votre phrase de conclusion, à vous les jeunes, je vais demander à Monsieur Leux, qui a ouvert et gentiment ouvert un peu plus longuement la séance, peut-être de nous dire ce qui est un esprit de l'Europe, c'est ce qu'on vous a demandé, hein, de définir un esprit de l'Europe du XXIe siècle, de tracer une piste de l'optimiston européen. Merci beaucoup. Je vais parler en français cette fois-ci. Ma conviction personnelle, c'est que nous sommes en train de changer de civilisation. Nous allons vers une civilisation plus soutenable, plus sociale, plus cohésive et plus solidaire. Pas parce que nous sommes gentils, mais parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et donc, si on accepte cette hypothèse qui semble bizarre, qui semble optimiste, et on reconsidère le projet européen, alors là, nous sommes assis sur deux diamants. Le premier diamant, c'est que la construction européenne est un nouveau paradigme politique de non-violence entre États. Nous sommes les premiers à avoir créé ce nouveau paradigme politique et l'avoir fait fonctionner pendant 50 ans sans problème. Yeah. Ça veut dire repenser la politique de sécurité, de défense, de relations étrangères. Ce qu'on est en train de faire en silence. On ne se défend pas bien, mais on le fait. On n'est pas toujours d'accord avec les Américains parce qu'on est presque un paradigme en avance. On se défend mal. Et l'Union européenne, le second diamant, c'est que cette économie immatérielle, stratégie de Lisbonne, Europe 2020, potentiellement, est un nouveau paradigme politique de non-violence. Parce que quand vous échangez la connaissance, vous ne pouvez le faire qu'en win-win. Il n'y a pas moyen de faire autrement, ce n'est pas parce qu'on est gentil. Il n'y a pas moyen de trade la connaissance, je vous l'ai dit. C'est une nouvelle logique plus féminine, moins patriarcale, moins industrielle, dans laquelle nous entrons sans le dire. Et je voudrais dire que il y a un an, je parlais avec le numéro 3 du gouvernement indien et il me dit « I have a dream ». Il n'est plus au gouvernement maintenant. « I have a dream ». Mon rêve, c'est que nous mettions en œuvre, peut-être mieux que vous, la non-violence politique entre la Chine, l'Inde et tous les voisins. Et ils sont en train de le faire maintenant. It happens. Et donc, l'Amérique latine commence aussi à être très intéressée et nous voyons le monde entier qui est en train d'appliquer
sans qu'on nous demande notre avis, d'appliquer le paradigme politique et économique européen, parfois même plus vite que nous. Allons-y. Merci. Donc j'ai fait quelque chose de très mal, c'est que je ne vais pas vous donner la parole pour formuler les questions, mais je vais vous redonner la parole pour formuler vos phrases dans un autre ordre. Ici, on va changer. On va commencer par Germany. Il ne doit pas craindre. Et donc je vous demande de nouveau de relever votre main, to raise your hand, et de dire votre phrase. Et puis alors nous remercierons le panel et je passerai la parole à Linda qui vous donnera un peu la suite du programme. Malta. Malta? Malte? Oui, yep. We're Germany though. C'est l'Allemagne. So, can I start? Puis-je commencer? Notre phrase est un peu longue. Notre vision des meilleurs avenirs que puisse avoir l'Europe, c'est une Europe qui soit de plus en plus un endroit de sécurité et d'acceptation où aucun droit de l'homme n'est violé, où les hommes, les femmes et les personnes de toutes les ethnies sont égaux et où le bien-être des individus est considéré comme plus intéressant que le succès économique et les bénéfices. Et que chaque citoyen reçoivent la possibilité d'influencer activement l'action politique. Merci. Malta? Malte? No. Lithuania? Personne? Lituanie? Nous, c'est une Europe de collaboration sans frontières, sans limites. Sont évidemment transmises au panel pour qu'ils les retiennent. Hein. Ce sont des messages que vous leur lancez. Ireland? Irlande? A vision for Europe is... Notre vision pour l'Europe, c'est qu'elle offre les mêmes possibilités à tous, quel que soit leur contexte socio-économique, religieux ou ethnique, etc. Pologne? C'est vrai, juste, c'est vrai. Je fais une fixation sur la Pologne. Spain? Espagne? Yeah. We think there should be more. Nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait plus de communication entre les gouvernements de l'Union européenne et les jeunes citoyens. Portugal? Yeah. Our future. Pour nous, à l'avenir, l'Europe doit être un endroit d'union et de possibilités et où les individualités doivent être respectées. Our sentence... Notre phrase, c'est unis, nous arriverons à en faire plus. Mm-hmm. A Europe which takes... Une Europe qui tient compte des réalités de chaque pays avec des hommes politiques actifs et clairvoyants. Il y avait quelqu'un, non? Slovaquie? Oui, yeah. Go ahead. Education, security, opportunities and... Sécurité, occasion pour tous et des niveaux de vie très élevés pour tous les membres de l'Union européenne, tous les citoyens. Here. Yeah, absolument. Europe is the... L'Europe, c'est l'avenir et l'avenir nous appartient. Italie? Italie. Pour nous, l'Europe, ça veut dire coopération, énergie et bonne volonté. Not just in law. Pas seulement unis dans la loi, mais également dans la mentalité. Ouais. If you have the freedom... Si vous avez la liberté et les possibilités de changer le monde autour de vous, ne laissez pas passer cette chance. Soyez actifs, créatifs et coopérez. Ne ratez pas des occasions qui ne se représenteront peut-être pas. Mm-hmm. La Grèce. Une Europe des peuples, par les peuples et pour les peuples. L'Autriche. Peu importe les événements, personne ne nous arrêtera parce que nous sommes unis. Les Pays-Bas.
Nous sommes convaincus que le parapluie européen résistera à toutes les tempêtes, à condition que les citoyens européens se soutiennent mutuellement et restent optimistes. Merci à tous. J'ai oublié la Bulgarie, pardon. Une Europe qui donne à chacun les mêmes chances. Czech Republic. Pour la République tchèque, notre vision, c'est de créer un espace de paix, de prospérité et de liberté. La République tchèque, une Europe qui donne les mêmes chances à chacun. Bien sûr, pardon. So we see Europe as a place. Pour nous, l'Europe est un endroit où tout le monde se retrouve par le biais de la créativité pour mettre en commun nos initiatives. Pour le Royaume-Uni, une communauté économiquement et militairement forte qui reflète la diversité de tous les pays, mais qui est unie, qui est socialement acceptée et confiante. Pour le Danemark, la vision positive pour l'Union européenne, pour nous, c'est d'offrir un foyer démocratique à tout le monde. La Lettonie, communication et coopération entre différentes nations et cultures pour rendre l'Europe meilleure. Slovénie. Évitons de copier les États-Unis d'Amérique. Pour Chypre, notre espoir, c'est que l'Europe apporte davantage d'aide à ceux qui en ont besoin. L'Estonie, nous sommes plus forts unis. Lituanie, une Union européenne de plus en plus unie sur la base de la tolérance et de l'amitié. La Suède. Nous voulons une Europe qui permette aux jeunes de s'intéresser davantage à la politique pour qu'ils aient vraiment l'impression d'en faire partie. Parfait, merci à tous. On va donc vous libérer, on va remercier notre panel, on va remercier le ministre des Affaires étrangères d'être venu vous écouter en fait cet après-midi pendant 2 heures. Monsieur Didier Reynders, on remercie Monsieur Hill qui va transmettre évidemment tous vos messages à la Commission, on va les faire advenir parce que c'est son rôle. Monsieur Malos qui nous a accueillis chez lui et qui doit continuer sa mission de aussi transmettre vos messages et de rajeunir sans doute le panel des gens qui l'écoutent. Je ne dis pas qu'il est vieux, mais... Et féminisé. Et féminisé, oui, absolument. Monsieur Leux, qui le remerciait pour sa présence, ainsi que Monsieur Simonet, donc la Ligue des optimistes belges, mais donc qui est l'ambassadeur, le créateur et le porteur de l'Optimistan. Je veux aussi remercier Monsieur Antonio Nieto Rodriguez, qui a donc apporté son expertise, et Monsieur Layani, auquel je vous recommande d'envoyer vos CV instamment. Voilà. Donc je vais passer la parole à Linda, qui va modérer, qui va vous donner un peu les éléments pour la suite de votre programme. Donc on va attendre 2 secondes pour qu'elle vous indique la suite des événements avant de vous laisser à la soirée pour vous. Félicitations à vous. Vous avez fait la modération. So, a big thank you. D'abord, un énorme merci au panel pour ce printemps de l'optimisme. Ce fut vraiment précieux de pouvoir entendre l'avis de chacun, d'entendre chacun des pays s'exprimer. Et je dois dire que je dois vous féliciter parce que vous avez déjà appris à utiliser le micro. L'année dernière, au moment du même exercice, tout le monde a appuyé sur ce bouton en même temps et le système a véritablement explosé. Ça ne ressemblait plus à rien, donc félicitations, vous avez maîtrisé le système. Alors, cette Europe, c'est la vôtre.
Et la voix de l'Europe vous appartient. Pendant la journée de demain, nous allons travailler en session pour entendre vos exposés, vos interventions, mais nous allons également travailler ensemble en groupe réunissant plusieurs pays. Et donc, il est utile que vous appreniez à vous connaître avant ces sessions. Vous avez déjà rencontré certains par l'intermédiaire des écrans, mais nous aimerions maintenant que vous vous rencontriez en vrai. Je vous invite donc, d'ici quelques instants, et nous allons nous déplacer en groupe homogène, vous inviter à descendre d'un étage pour nous retrouver à l'atrium, au foyer, où il y aura quelques présentations. Et je pense que la question que vous vous posez tous, c'est « Mais où est l'Allemagne ?» Alors nous allons nous déplacer, descendre d'un étage, et je vous demanderai de ne pas trop traîner. Vous verrez que dans les couloirs, il y a d'ailleurs certaines photographies qui ont été exposées. Ce sont les photographies de l'année dernière. Et l'année prochaine, ce sont vos photos qui seront affichées dans le couloir. Donc je vous retrouve en bas d'ici 5 minutes.